Je reprends cette série sur devenir prof de philosophie pour parler d'un sujet qui est souvent mal compris et un peu difficile quand on commence à enseigner, qui est celui de la notation. Comment est-ce qu'on note en fait une copie de philosophie? C'est un problème particulier en philosophie parce que non seulement c'est une difficulté que rencontre le prof devant ses premières copies, mais en plus est véhiculé dans l'imaginaire collectif toute une représentation de l'acte de corriger une copie quand on est prof de philo, et l'idée notamment que la correction de copie en philosophie relèverait de l'arbitraire, de la subjectivité, d'une sorte de confrontation de points de vue entre l'opinion qui serait celle du correcteur et l'opinion qui serait transmise dans la dissertation par exemple. Bon, donc il faut remettre un peu les choses à plat et au clair. La première chose que je vous conseille quand vous commencez à enseigner, c'est assez vite, quand vous allez commencer par exemple vos cours de méthodologie de dissertation et d'explication texte, quand vous allez donc aborder avec vos élèves la question en fait de l'exercice philosophique et de son évaluation, il faut poser les règles. C'est-à-dire il faut d'abord expliquer comment se passe l'examen du bac. C'est quelque chose qui me frappe un peu, c'est que parfois les élèves se retrouvent à passer un examen sans que personne ne leur ait jamais expliqué véritablement les coulisses de cet examen, les règles du jeu. Donc je les rappelle pour les éventuels nouveaux collègues qui écoutent cette vidéo, qui la regardent. Donc le jour du bac, on est tous convoqués, donc bon, je vais dire ce qui s'est passé pour moi, j'ai été dans 3 académies différentes, ça s'est toujours passé comme ça, donc j'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Ce qui se passe donc, le jour du bac, on est convoqué à midi, à 13h, 14h, et on se réunit par commission de 30, 40 profs de philo dans des salles d'un lycée commun. Donc il y a plusieurs salles remplies de profs de philosophie. Et ce qui se passe, c'est qu'on va lire dans ces commissions des copie-tests, toutes les mêmes. Et il y a 2 copie-tests par sujet, je crois, la plupart du temps. Donc il y a 3 sujets au bac, 2 sujets de dissertation et une explication texte, et donc les élèves doivent choisir ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils veulent, ce sur quoi ils veulent travailler. Donc on lit 2 copie-tests pour le premier sujet, 2 copie-tests pour le deuxième, 2 copie-tests pour le troisième. Et on note à l'aveugle, en commission, on note à l'aveugle les copies qu'on est en train de lire, et ensuite sont récupérées l'ensemble de ces notes à l'aveugle, et écrit au tableau l'ensemble des notes, le panel de notes qui a été donné à telle copie par exemple. Et donc va s'en suivre une discussion pour harmoniser ou s'entendre en quelque sorte sur ce qui serait la juste note d'une copie de ce type-là. Le but étant d'harmoniser le plus possible, avant même la correction, les critères d'évaluation et de se mettre d'accord en quelque sorte sur ce que l'on peut attendre des élèves au bac. Donc c'est un exercice qui implique qu'il est impossible a priori qu'un correcteur par exemple particulièrement zélé ou exigeant puisse s'amuser à mettre des notes extrêmement basses à tout le monde sans que ça se remarque. Parce que d'abord ça se remarquerait lors de cette réunion. On verrait très vite apparaître, par exemple, si 80% de l'assemblée a mis, je sais pas, une note entre 10 et 11 à une copie, on voit très vite s'il y a un correcteur qui a mis, je sais pas, une note de 7, ou de 6, ou de 8, bon. Donc il doit s'en suivre une discussion, et logiquement une harmonisation. Bon, une fois ceci fait, on rentre chez soi et on corrige, maintenant c'est numérisé, et on corrige chez soi le paquet de copies que l'on a. Alors moi, les paquets de copies que j'ai eu souvent, c'est entre 120 et 150 copies, ça dépend des filières, et environ 2 jours, 3 jours avant la clôture des notes, on revient dans ces commissions, et cette fois-ci, au lieu de faire une correction à l'aveugle, on va donner tous, les uns après les autres, nos statistiques de paquets de copies, c'est-à-dire l'écart type, donc l'utilisation de l'échelle de notes entre 0 et 20, de notre paquet, est-ce qu'on a vraiment utilisé toutes les notes? Bon, sachant qu'en vérité, en philosophie, on note entre 5 et 20, parce que en dessous de 5, c'est ce qu'on appelle une non-copie, donc ça relève vraiment de copies extrêmement indigentes, avec très peu de rédaction, enfin bon. Donc on donne notre écart type, nos moyennes, enfin un ensemble de statistiques, et là pareil, il y a un comparatif qui se fait. Imaginons par exemple que j'arrive en commission et que j'ai un paquet de copies qui a 7,75 de moyenne.
directement on va voir sans doute que j'ai une moyenne très basse par rapport au reste de mes collègues. Donc il y a deux possibilités, ou bien j'ai pas eu de chance et j'ai eu un paquet de mauvaise qualité, avec des mauvaises copies, donc là pas de problème, ou bien j'ai eu tendance à sous-noter par rapport aux autres. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va me demander d'harmoniser, c'est-à-dire de remonter mes notes pour qu'elles soient en harmonie avec les autres correcteurs, c'est-à-dire que l'élève qui passe sous ma plume ne soit pas pénalisé par ce qu'il m'a eu comme correcteur. Donc ça se fait simplement par, pareil, analyse. Imaginons que j'arrive avec mon paquet avec 7,5 de moyenne, on va peut-être me demander de lire une ou deux copies pour voir si l'ensemble de l'assemblée est d'accord plus ou moins avec ma note, si en gros je ne suis pas en décalage avec la notation générale, et si c'est pas le cas, très bien, et puis si c'est le cas, on va me demander, comme j'ai dit, de modifier un petit peu la note de mon paquet de copies. Donc c'est un exercice qui implique qu'il est quand même très difficile d'avoir un correcteur qui va produire des corrections complètement aberrantes, complètement absurdes, etc. Et qu'en gros, il y a une forme d'harmonisation et d'entente collective. C'est pas simplement selon l'arbitraire du correcteur. Ça, c'est quelque chose que les élèves aiment beaucoup apprendre, d'abord parce que ça les renseigne sur comment se passe le bac, et en fait on ne l'explique souvent pas beaucoup aux élèves, bizarrement. Et deuxième chose, ça leur permet de comprendre que précisément on n'est pas dans quelque chose de complètement arbitraire, comme j'ai dit, subjectif. Bon. Maintenant, la deuxième chose à faire lorsque vous allez travailler avec les élèves, la méthodologie, etc., c'est aussi de préciser ce que l'on attend d'eux dans une copie, et aussi ce qu'on n'attend pas d'eux. On n'attend pas des élèves qu'ils soient d'accord avec nous, ou qu'ils manifestent des thèses avec lesquelles nous sommes en adéquation complète. En fait, finalement, ce qu'il faut expliquer aux élèves, c'est que ce que l'on va évaluer, c'est la clarté de l'expression, c'est la rigueur de l'analyse philosophique, c'est-à-dire la logique des arguments est-elle respectée, est-ce qu'il y a vraiment des rapports logiques entre les arguments, la compréhension du problème, est-ce que le sujet de dissertation a été par exemple traité correctement, est-ce que le problème a été saisi dans sa nature propre, pareil pour l'explication de texte, est-ce que le problème du texte a été compris, l'enjeu fondamental du texte, ce à quoi le texte essaie de répondre comme difficulté, est-ce que ça a été compris. L'utilisation de la culture philosophique minimale que doit avoir un élève, c'est-à-dire est-ce qu'il y a présence d'un cours, présence de connaissances philosophiques, ça peut être valorisé dans une bonne copie, mais ça va être aussi un point qu'on va valoriser dans des copies souvent moins bonnes, où il y aura peut-être des grosses défaillances en termes d'argumentation, on va quand même donner une meilleure note à quelqu'un qui a appris son cours. Alors je sais que ce sujet-là fait débat parfois chez les collègues, à mon avis, c'est quand même une doctrine qui me semble être assez en cohérence avec ce qu'on peut attendre des élèves qui sont à l'école, voilà. Malgré tout, et qui donc, il y a des élèves, on dit parfois ils sont trop scolaires, oui, mais précisément on est dans un système, on est prof dans un système qui s'appelle l'école, et donc on peut critiquer l'école, je suis très critique par rapport à la manière dont l'école fonctionne et la notation fonctionne, mais à partir du moment où j'y travaille, je dois être en cohérence un peu avec ce qu'on attend à l'école, et donc essayer au moins de ne pas pénaliser mes élèves par rapport à ce que j'estime critiquable dans l'école. Donc on donne les cadres, Alors après, pour ce qui est maintenant de votre côté, c'est-à-dire quand vous êtes devant un paquet de copies, qu'est-ce qui se passe ? L'impression que j'avais, en tout cas avant de corriger des copies pour la première fois, c'est que j'avais l'impression que j'allais être confronté à des copies extrêmement différentes, à une grande hétérogénéité, et qu'il allait être difficile précisément d'établir une sorte de critère ou de comparaison objective ou visant l'objectivité, et donc j'avais peur que mes notes soient en quelque sorte trop hétérogènes dans leur expression, enfin qu'en gros il n'y ait pas d'unité. En fait, la vérité, c'est que quand vous avez 100 copies qui traitent d'un même sujet, bon, je vais un peu exagérer, mais il y en a 70%, 80% qui vont plus ou moins être les mêmes copies, à quelques détails près. C'est-à-dire que beaucoup de copies vont structurellement se ressembler beaucoup, dans leurs erreurs, dans leurs qualités éventuelles, dans ce qu'elles mobilisent, et même souvent dans les idées et la manière dont les idées avancent, on retrouve beaucoup de choses communes. Et donc ce qui semble au départ, quand on n'a jamais corrigé, être extrêmement difficile à penser, c'est-à-dire la mise en cohérence de la notation, qui fonctionne forcément par comparaison, quoi qu'on en dise, une note ne vaut que par comparaison avec d'autres notes,
ça ne veut rien dire une note tout seul. Et bien en fait cette comparaison, elle se fait assez rapidement en fait. Dès que vous allez corriger quelques paquets de copies, même en fait à votre premier paquet de copies, vous allez commencer déjà à y voir plus clair. Ok, quelle est l'erreur que l'on fait souvent? Il me semble que j'ai fait au début de ma carrière. J'ai eu la chance que mes élèves ne m'en aient pas voulu à l'époque. Je sais que ça me faisait rire aussi, même mes collègues en conseil de classe, ils disaient comment c'est possible. Bon, je pense qu'ils m'aimaient bien, mais c'est que je n'étais trop dur. Et là aussi, il y a en philosophie toute une sorte d'imagerie qui est aussi parfois pour le coup colportée par certains collègues ou une sorte de représentation de ce que doit être la philosophie, une forme de prestige de la philosophie, comme si la philosophie dans le cadre scolaire était à part et donc devait répondre à des exigences particulières. Bon, évidemment que la philosophie répond à des exigences qui sont les siennes, qui ne sont pas exactement celles de l'histoire, du français ou d'autres matières. Mais on a tendance, quand on corrige les premières copies de philosophie, à projeter ce que l'on attendrait d'elle si c'était nous qui écrivions cette copie. C'est-à-dire, l'erreur que l'on fait normalement, le plus souvent quand on commence à corriger des copies et quand on est jeune prof, c'est qu'on corrige en corrigeant notamment ce qui manque dans les copies. Ce qui est à mon avis une erreur fondamentale quand on corrige des copies. Corriger ce qui manque, c'est en fait produire une sorte d'idéal type de la copie en question. Donc vous avez un sujet, je sais pas n'importe lequel, et vous avez l'idéal type de ce que pourrait être une copie parfaite ou très très bonne par rapport à ce sujet, et vous cherchez à évaluer votre copie en fonction de la distance qui la sépare de cet idéal type. À mon avis, c'est une très mauvaise chose, pour une raison toute simple, c'est que l'idéal type que vous avez à l'esprit quand vous sortez d'études, quand vous avez eu le concours, en plus des concours exigeants en quelque sorte, il est très haut en fait. Et il est tributaire de toute une culture, de des automatismes philosophiques que vous avez, dans lesquels vous avez baigné. Et donc cet idéal type, il n'est pas pertinent de le placer comme idéal type pour les élèves de terminale, pour une raison simple, c'est qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Et donc, ça me permet aussi de répondre à une sorte de légende qui me semble être très problématique en philosophie, c'est notamment le fait que la note 20 devrait être interdite en philosophie. Sous prétexte, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, que je pouvais moi-même penser quand j'étais, entre guillemets, jeune, c'est que sous prétexte que le 20 sur 20 en philosophie serait l'apanage d'une copie parfaite. Et qu'en fait, comme il n'y a pas de copie parfaite en philosophie, on se réserve le 20 pour Dieu, en quelque sorte. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire, et ça montre bien un énorme biais dans la correction si vous êtes dans cette perspective, à mon avis. Pourquoi ? Parce que quand on évalue un élève de terminale, on évalue un élève de terminale. C'est-à-dire qu'on évalue quelqu'un qui commence la philosophie, qui n'en a jamais fait éventuellement, et donc l'évaluer en quelque sorte comme si on évaluait un écrit qui existe indépendamment de ce contexte, c'est trahir ce que l'on fait en tant que prof. C'est-à-dire, on essaye d'impulser une volonté philosophique, un désir philosophique, des questionnements philosophiques, et à mon avis, en produisant cette idée selon laquelle on pourrait évaluer une copie de philosophie de terminale comme on évaluerait n'importe quelle copie, et donc on interdirait un 20 sur 20 parce que n'importe quel exercice dissertatoire implique forcément une forme d'imperfection. Quand on fait ça, en fait, ce que l'on fait, c'est du snobisme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, le 20, vous avez tout à fait le droit de le donner. Il m'est arrivé plein de fois de mettre 20, évidemment, au bac, et même dans mes classes. Plein de fois, ça ne veut pas dire que c'est une note régulière, évidemment, c'est pas facile d'avoir 20 sur 20 en philosophie en terminale. Mais, qu'est-ce que ça veut dire un 20 sur 20 en philosophie ? Ça veut dire que, étant donné ce que je sais de ce que les élèves apprennent, ce que les élèves font en terminale en philosophie, je peux considérer que c'est une excellente copie, celle que j'ai devant moi. C'est-à-dire une copie qui, même si elle ne réalise pas absolument toutes les qualités idéales d'une dissertation de philosophie parfaite, produit en quelque sorte, ou dépasse le maximum, pas que je pourrais espérer d'un élève, je peux toujours espérer plus d'un élève, mais que je peux attendre de lui. Bon, donc ça c'est un point important. Donc ça c'est pour la note maximum. Pour la note minimum, à mon avis, il y a aussi beaucoup de réflexions là-dessus, de discussions et de débats parfois pendant les commissions. On
on évalue au bac entre 5 et 20. Il y a beaucoup de débats sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre en dessous de 5 si c'est une copie argumentée. Grosso modo, si vous avez une copie de plus de 2 ou 3 pages, mettre en dessous de 5 au bac, vous me direz là aussi les collègues si vous pensez que c'est une erreur ce que je dis, mais globalement c'est une erreur. Si vous notez en dessous de 5 une copie qui a fait l'effort réel d'essayer de penser le problème, même si elle a très mal fait, et même si elle est indigente en termes de culture philosophique, mettre en dessous de 5, ça n'est pas possible normalement. Eh bien, je crois que l'une des manières de préparer un examen des élèves, c'est de les noter selon le mode de l'examen. Donc, à mon avis, il faut appliquer cette éthique, que l'on soit d'accord ou pas avec elle d'ailleurs, eh bien il faut l'appliquer en cours. C'est-à-dire, en gros, il faut essayer de noter selon les mêmes critères d'évaluation entre le bac et l'année. Donc, ça c'est pour la note minimale. Alors, comment on fait le gap entre les deux ? Donc, vous essayez de noter ce qu'il y a dans la copie, pas ce qu'il manque. Et donc, vous allez essayer de valoriser ce qui relève de la tentative, vous essayez de valoriser ce qui relève de la culture philosophique, vous essayez de relever ce qui relève d'une véritable tentative de réflexion, de transition, d'argumentation. Donc ce qui est compliqué, et je pense que du coup ça pourrait être intéressant sur cette chaîne, je verrai comment ça serait possible de faire des exercices de correction. Peut-être que je vous montre un peu comment moi je corrige et comment ça peut se faire, mais par comparaison, on va être capable, à partir de ces critères d'évaluation, de construire une échelle de notes assez cohérente entre 5 et 20. Maintenant, est-ce qu'il est possible de se tromper ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de mettre une note qui n'est pas la bonne, pas exactement la bonne, à un élève ? Eh bien oui, c'est possible. Et ça aussi, je crois que quand vous commencez à enseigner, et quand on commence à noter, on a cette exigence intérieure qui est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'on a la grande peur des profs, c'est que l'élève vienne contester sa note. Alors c'est quelque chose qui est souvent un objet de discussion dans les salles des profs, mais en fait c'est parce que ça relève d'une crainte qui est normale à mon avis quand on est prof, c'est d'être injuste. C'est-à-dire de s'être trompé dans l'évaluation d'un élève, par exemple. Imaginons qu'un élève vienne vous voir, ou que vous vous rendiez compte après que peut-être vous avez sous-noté une copie. Bon, souvent l'erreur, on la remarque quand elle est plutôt négative pour l'élève. L'erreur à ne pas faire, c'est de nier absolument la possibilité de l'erreur. Je crois que ça, c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à comprendre. Si vous voulez, il y a une position de défense quand on commence à être prof, et c'est une position de défense qui est bonne, attention, je pense qu'elle est justifiée, qui consiste à dire « je ne vais jamais remettre en question ma propre notation, mes propres notes, devant les élèves ». Et c'est vrai, il faut garder cette position, et il faut encore plus la tenir que l'on est aujourd'hui à un moment où il est assez habituel que des parents, notamment, viennent contester des notes, les discuter, etc. Donc il faut être assez solide sur ses appuis, sur les critères d'évaluation que l'on a, et sur la justification de la note que l'on donne. Mais cette capacité d'être solide sur ses appuis doit s'articuler à une capacité critique. C'est-à-dire à la faculté d'interroger sa propre notation. Si un élève, par exemple, vient de bonne foi vous demander pourquoi est-ce qu'il a eu cette note, est-ce que vous pouvez lui expliquer, etc. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus, à mon avis, se positionner soi-même dans une sorte de figure d'autorité, autoritaire, pour camoufler en quelque sorte des insuffisances. Contrairement à ce que l'on croit, je pense, là aussi c'est vraiment soumis à discussion avec des collègues, parce que ce que je dis est peut-être un conseil compliqué à mener en réalité, et en plus qui peut être critiquable, mais à mon avis, contrairement à ce que l'on a tendance à croire, manifester cette capacité d'autocritique ne vous met jamais en porte-à-faux avec les élèves si vous le faites correctement. C'est-à-dire s'ils voient que cette capacité de remise en cause est articulée à des appuis solides dans votre notation. En fait, dans ce cas-là, ça prouve plutôt que vous êtes rigoureux. Donc, il faut se garder de cet espoir, de cette impression que l'on devrait immédiatement savoir noter parfaitement et être impeccable. Et il faut aussi du coup éviter d'être dans une position un peu dogmatique par rapport à sa note,
et donc avoir la faculté de se remettre en cause sans avoir le sentiment que ça nous remet en cause nous en tant que personne. Donc ça c'est pour la notation des grands exercices. Maintenant, comment vous pourrez structurer les notes pendant un trimestre? C'est compliqué, c'est une question complexe et je pense qu'il faudrait parler aussi maintenant de cette émergence de l'IA qui évidemment rend très difficile la manière de noter, de corriger, notamment des devoirs maison, ça devient quasiment impossible et en même temps on n'a pas vraiment de temps pour produire des devoirs sur table, enfin c'est très compliqué à gérer, donc peut-être qu'il faudrait que je fasse une autre vidéo là-dessus. C'est aussi pour moi un sujet de réflexion en ce moment, parce que je trouve ça très compliqué à gérer, mais moi ce que je fais, et je sais que c'est imparfait, et je sais notamment que j'ai eu des inspecteurs qui m'ont dit qu'il fallait pas forcément le faire comme ça, d'autres qui m'ont dit que c'était très bien, bref, vous voyez c'est un sujet à discussion. Mais ce que je fais moi, c'est que je vais structurer mes premières l'apprentissage de la méthode sur des micro-exercices, rédaction d'introduction, plan détaillé, j'en sais rien, des trucs comme ça, qui vont permettre à des élèves, on va dire, besogneux, des élèves scolaires, comme on dit de manière parfois péjorative, alors qu'en fait ils sont à l'école, c'est normal que les bons élèves essayent d'être scolaires, c'est tout à fait logique. Je pense qu'il faut arrêter avec cette espèce de qualification de scolaire sur un ton légèrement, pas méprisant, mais un peu suffisant. Donc j'essaie de faire des exercices qui vont permettre à ces élèves-là de parvenir à avoir un panel de notes correct. Donc ce sont des micro-exercices. J'articule mes grands exercices à la possibilité, si elle est motivée, de reprendre la copie et de l'améliorer. Ça c'est quelque chose que je faisais, alors là ça fait pour des raisons matérielles, j'ai pas pu le faire depuis un moment, et du coup je me demande comment ça serait possible de le faire maintenant avec l'IA, ça serait très compliqué évidemment. Et l'une des choses que je faisais au début de ma carrière, notamment beaucoup, ça demande du temps et beaucoup d'engagement, mais c'était pas inintéressant du tout, d'autant que c'était un contrat qui était souvent théorique, parce que les élèves ne le saisissaient pas tant que ça, mais qui au moins me servait d'appui absolu par rapport aux contestations de notes et au refus d'une note qu'on considère trop basse par exemple. C'est que je disais aux élèves, si votre projet est vraiment motivé, j'accepte que soit vous me proposiez une amélioration substantielle de la copie que vous m'avez rendue, et dans ce cas-là je peux réévaluer légèrement cette copie pour améliorer un peu la note, soit je donnais des devoirs facultatifs, mais de vrais devoirs, et si ces devoirs manifestaient un réel progrès ou essayaient vraiment, enfin étaient faits sérieusement en gros, mais c'était ça la fragilité de cet exercice-là, c'était aussi sa difficulté, et je crois que j'ai pas trouvé encore la forme optimale, mais je vous donne quand même l'idée, peut-être que ça vous servira, parce que je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Je disais aux élèves, si vous faites un devoir facultatif et que ce devoir facultatif, donc cette dissertation facultative par exemple, est vraiment, voilà, c'est un vrai travail de fond que vous avez accompli, etc., dans certaines conditions, je considérais que ça remplaçait la note de la dissertation par exemple précédente. Alors je sais que ça aussi c'est critiquable, je justifie ma position. Moi, ce que je n'aime pas avec les notes, si vous voulez, et c'est un conflit personnel, donc je finirai cette vidéo avec le fait que, vous voyez, ça fait 11 ans que je suis prof, j'ai encore beaucoup de questionnements et je les ai pas du tout résolus. Mais l'une des grandes difficultés de la notation philosophique, c'est que la notation fige un état, alors que la philosophie est évidemment un parcours. C'est-à-dire c'est un travail. Et donc le problème, c'est que ça pénalise aussi des élèves qui seraient véritablement dans une dynamique proprement philosophique, de construction d'une pensée, d'élaboration d'une culture philosophique, etc. Ça fixe une réalité, et cette réalité, elle a un impact et une influence au-delà du moment où ça a été fixé. Et donc, cette stratégie qui consistait à permettre aux élèves d'améliorer leur moyenne en refaisant des devoirs facultatifs de fond, c'est-à-dire pas un devoir facultatif de 2 pages fait vite fait pour améliorer la note, de vrais devoirs facultatifs, de dissertation facultative, des explications facultatives de fond, et ben ça me permettait d'échapper à cette fixité. C'est-à-dire je leur montrais que j'étais vraiment prêt à reconnaître leur effort philosophique, leur travail sur le long cours. Donc voilà. C'est compliqué, c'est un sujet vraiment vaste, je vois que je suis déjà à 25 minutes de vidéo, donc je pense que je vais m'arrêter là.
J'en ferai peut-être une deuxième, donc peut-être si vous avez notamment les collègues qui écouteraient ça, mais aussi évidemment les jeunes collègues qui n'ont pas encore enseigné par exemple, ou qui sont sur le début, si vous avez des questions, des remarques, ou les plus anciens collègues qui auraient des critiques même à faire sur ce que j'ai raconté, ou des choses à rajouter, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai le sentiment d'avoir effleuré le sujet. Et parce que c'est aussi un sujet où je me questionne en fait, après 11 ans, j'ai pas trouvé la formule. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Par ailleurs, si vous avez des questions par rapport à cette série qui vous semblerait intéressant de traiter, peut-être je pourrais y répondre dans une prochaine vidéo. Et si même il y a plusieurs questions, je pourrais faire ça sur une sorte de format FAQ comme YouTube à l'ancienne pour essayer de répondre à plein de micro-interrogations sur le métier, sur la matière de le gérer, etc. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine.